Je voudrais, en ce qui me concerne, avant d'aller plus loin, dire quelques mots tout de même sur l'intitulé de notre thème d'aujourd'hui. Parce que je pense que l'intitulé veut dire beaucoup de choses. On parle des racines de l'extrémisme. Les racines de l'extrémisme. Autrement dit, cela nous envoie à ce qu'on appelle les causes profondes. On a l'habitude de parler de causes générales, mais cette fois-ci, on nous renvoie aux causes profondes. Ceci est important parce que c'est depuis 2014 que l'Institut Mandela se pense sur la gouvernance sécuritaire, comme dit le directeur Paul, en Afrique. On a parlé de l'essentiel. Cette fois-ci, il s'agit de retourner à la racine et de voir s'il reste des causes profondes que l'on n'a pas encore passées en revue. Ensuite, le titre parle de la réalité du terrorisme. Autrement dit, à mon humble compréhension, cela montre qu'il y a des situations différentes, que la situation au Mali est quelque part différente de la situation au Niger, qui est d'une certaine manière différente de ce qui se passe en Somalie, etc., etc. Ce sont donc ces éléments qu'il convient maintenant de parcourir et de voir. Les causes profondes sont donc à chercher dans les pays, dans chaque pays, selon les réalités de ces pays-là. Et nous devons donc aujourd'hui sortir des généralités, des sentiers battus et voir les réalités de chaque pays. C'est important parce que si on ne fait pas cela, quelle que soit l'assistance qui sera apportée à nos forces et à nos pays, quelle que soit la formation militaire et je ne sais quelle autre formation qui sera dispensée à nos forces et à nos pays, quel que soit l'argent qui sera déboursé pour ces forces et pour nos pays, nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme si nous n'en connaissons pas les causes profondes, si nous n'en faisons pas un diagnostic très sérieux, le plus exhaustif possible. Autrement dit, pendant qu'aujourd'hui, une vingtaine d'États africains sont directement affectés par la réalité, ou plutôt la menace terroriste, on parle parfois, vous le savez, de 3 attaques terroristes par jour. Il convient de se poser la question, connaissons-nous bien la vraie nature du problème en Afrique? C'est important. Et puis, est-ce que nous associons correctement et avec réalisme le terrorisme africain avec les conditions de son émergence? Hier, quand je me documentais un peu pour me mettre à jour par rapport à la sécurité en Afrique, à la situation sécuritaire en Afrique, qu'est-ce que j'ai constaté? Rien qu'hier, 26 septembre 2018, 12 civils ont été tués au Mali, 12 civils Touaregs au nord-est du Mali. Hier, 26 septembre également, l'armée du Nigeria, cette fois-ci, a repoussé une tentative de Boko Haram qui visait à s'emparer du nord-est au nord-est du Nigeria, je crois qu'il s'agissait principalement d'une garnison ou quelque chose de ce genre dont Boko Haram voulait s'emparer. Monsieur l'ambassadeur pourra me corriger. Hier également, 8 morts au nord du Burkina Faso dans le cadre d'une mine, ce qu'on appelle les UED, et c'était au passage d'un convoi militaire de militaires burkinabés. En dehors de cela, il n'y a pas que l'aspect négatif, il y a aussi des choses positives. Je voudrais rappeler que actuellement, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique vient de lancer, en ce qui concerne la Somalie, un symposium pour faire le point sur la situation en Somalie. Je voudrais enfin finir aussi par cette note très positive. C'est que hier, là encore, 26 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, en marge de l'Assemblée générale, a
convoqué une grande réunion sur la situation au Sahel pour parler du G5 Sahel, pour voir comment mobiliser les partenaires du G5 Sahel et surtout comment chercher les fonds, hein, puisque c'est en quelque sorte l'essentiel. Et dans ce contexte, j'ai retenu ces quelques mots qu'il a cités. Il a dit que le Sahel, le G5 Sahel, a besoin d'un mandat robuste et d'un financement pérenne. Revenons donc aux causes profondes, comme je l'ai dit. Il y a cette tendance générale qui consiste à considérer le terrorisme africain comme un simple front, un autre front du djihad mondial. On l'a fait par exemple en Somalie, où on se dit tout simplement, il y a Al-Shabaab, c'est affilié à Al-Qaïda en Afrique de l'Est, etc., etc. On oublie qu'il y a le contexte historique de la violence en Somalie, il y a une contextualisation qu'il faut faire, et qu'il y a surtout un élément essentiel, c'est la dynamique et la primauté des clans et des sous-clans en Somalie. On ne peut pas comprendre le problème de la violence et donc du terrorisme en Somalie si on ne tient pas compte de cette dynamique des clans et des sous-clans dans ce pays. De la même manière qu'il faut également tenir compte de la dimension religieuse. L'islam, quoi qu'on en dise, a toujours été en Somalie un dénominateur commun, sinon le dénominateur commun, et c'est cette fibre religieuse qui a toujours été l'argument et l'arme par excellence utilisée pour unir les Somaliens, pour galvaniser le nationalisme somalien contre les autres, contre l'extérieur. On l'a vu avec la Somalie face à l'Abyssinie chrétienne, autrement dit à l'Éthiopie. On l'a vu également avec la Somalie contre l'envahisseur anglais. Et là, bien sûr, je suis dans l'histoire. Dans le cadre de cette dynamique des clans, par exemple en Somalie, j'ai noté un élément essentiel, c'est que 70% des combattants d'Al-Shabaab viennent d'un clan qu'on appelle le clan des Rahanweyn. Ça a quand même une certaine signification. Et ces gens-là se sentent d'une certaine manière frustrés, regardés de haut, d'où probablement l'utilisation de l'islam politique comme outil. En revanche, nous savons qu'il y a un autre clan, c'est lui qu'on appelle le clan des Hawiyés, qui est d'une certaine manière un clan protégé, soutenu par le gouvernement, si j'ose dire, soutenu entre guillemets, avec une grande domination dans l'armée, etc., etc. Il convient donc de noter que, de manière générale d'ailleurs, les mouvements islamistes en Afrique sont motivés par des griefs de longue durée contre des États qui n'en tiennent pas compte, ou en tout cas qui n'en tiennent pas suffisamment compte. Mon prédécesseur a parlé des questions économiques qui sont effectivement d'une très grande importance en Afrique dans le cadre du terrorisme. Je voudrais moi aussi revenir sur des éléments essentiels là-dessus. Parce qu'il y a l'économie, mais ça, là aussi, ça s'emboîte avec les clans, avec les ethnies, etc., etc. Figurez-vous que pour aujourd'hui, un produit intérieur brut mondial de 10 000 $ environ, le PIB par habitant du Mali est tout simplement de 800 $. 800 $. Celui de la Somalie, puisque ce sont les pays que j'ai cités ici, est tout simplement de 400 $. Il y en a même qui disent 200 d'ailleurs. Pour vous donner là encore un autre ordre d'idée, celui de l'Afghanistan est également de 600 $, etc., etc. Et donc, l'importance des questions économiques. Au Nigeria, et je suis content que l'ambassadeur du Nigeria soit là, puisqu'il pourra me corriger. J'ai parlé de ces considérations. J'ai pu constater dans mes recherches que 27%
de la population du Sud, c'est-à-dire en majorité chrétienne, vit dans la pauvreté, alors que dans le Nord musulman, il s'agit plutôt de 72%. Au Mali, je vais très vite puisqu'on m'a dit qu'il me reste quelques minutes, il y a également ce sentiment de marginalisation économique des Touaregs. Le taux de pauvreté au Mali est de 64%, mais pour les Touaregs, il est dans le Nord musulman de 77% à Tombouctou, 78% à peu près à Gao, 92% à Kidal. Et Gao, Kidal, Tombouctou, ce sont des points chauds qui évoquent une certaine réalité. Il ne faut pas non plus, je l'ai dit, négliger les questions ethniques et claniques en termes d'identité, en termes de marginalisation, et encore une fois, je l'ai dit, dans un contexte historique et culturel. Il faut comprendre, par exemple, qu'au Mali, une fois encore, en Sardine, vous connaissez ce mouvement qui a conquis le Nord Mali très rapidement en 2012, eh bien, en Sardine est non seulement un mouvement islamiste, mais également un mouvement nationaliste touareg. Je voudrais conclure, puisqu'on me dit d'aller vite, en disant que nous le constaterons certainement, la réponse au terrorisme en Afrique ne peut pas tout simplement être militaire. On aura beau partager le renseignement, on aura beau utiliser les engins les plus sophistiqués, il n'en reste pas moins que ce ne sont pas les drones américains ou occidentaux qui vont en venir à bout du terrorisme en Afrique. C'est plus profond que cela, comme je vous l'ai dit, et il faut continuer à creuser. Il faut en tout état de cause une amélioration structurelle des conditions de vie. Il faut des améliorations politiques, économiques, un développement économique, une gouvernance inclusive, mais il faut également, et je l'ai dit, une compréhension des nuances et des différences. Je m'arrête là et je vous remercie.